Alors, je suis très heureuse de vous présenter Guillaume Ployon de la société Poma qui va vous parler du transport par câble dans les villes. Alors, comme je suis à Grenoble, il est inutile que je vous présente la société Poma. S'il y a des non-grenoblois, il faut qu'ils sachent que c'est une société née à Grenoble, grenobloise, toujours grenobloise, qui a fêté ses 80 ans l'année dernière, qui est spécialisée maintenant dans les téléphériques à tel point, et les télésièges, à tel point que en Amérique du Nord, on dit un Poma Lift. Donc c'est une très belle histoire que celle de la société Poma. Et je suppose qu'on est très fiers quand on y travaille. Voilà. Quant à Guillaume Ployon, il est ingénieur des arts et métiers et il est chargé par Poma de développer les projets en Amérique latine. Ce qui doit être un travail assez intéressant puisqu'il faut qu'il combine ses compétences d'ingénieur Kazar, des compétences juridiques et même des compétences financières. Voilà, je vous laisse la parole. Et puis, nous aurons après un temps pour les questions. Et je vous demande à l'avance, quand vous poserez des questions, de poser des questions courtes pour que tout le monde ait le temps de poser ses questions. Voilà. Bonsoir à tous. Merci pour cette introduction. Effectivement, je vais vous présenter une application du transport par câble de mobilité urbaine innovante. Poma est plus connu à travers ses remontées mécaniques en station de sport d'hiver. Mais je vais quand même essayer de vous présenter ces solutions qu'on appelle innovantes, puisque je change un peu des solutions traditionnelles classiques que l'on connaît comme métro, tramway, bus. Et je pense que cette notion d'innovation est bien tombée, parce que j'ai reçu un calepin quand je me suis inscrit qui dit « Et si innover était déjà dépassé ?» Je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que l'innovation, c'est ce qui a permis à Poma de fêter ses 80 ans l'année dernière et d'exister depuis 1936. Il a fallu constamment se diversifier, s'adapter et innover forcément. Alors, ça fonctionne. Je vais vous présenter au cours de cette présentation deux vidéos et une série de slides pour vous présenter les avantages, on va dire, de cette solution de transport par câble en ville. Donc la première vidéo, elle va présenter rapidement la société Poma pour ceux qui ne connaîtraient pas, et très succinctement, c'est une petite minute, et présenter une présentation qui va au-delà des solutions neige classiques, avec un petit rappel de l'historique. Il faut que je démarre la vidéo. Jean-Paul Magalski, le fondateur de la société en 1936. On est passé par des téléskis, des télésièges, des télécabines, des appareils un peu spécifiques. Et on travaille aujourd'hui dans 4 univers. La neige, donc des remontées mécaniques, télécabines. Ici, on voit une application urbaine qui peut être sous forme de télécabine, téléphérique ou de people mover, ou en tourisme, avec toujours des mêmes systèmes, des transports par câble, et pour la partie science-industrie, des appareils plus spécifiques pour les transports de matériaux ou de personnes aussi dans les usines. Comme l'a dit Elisabeth, je travaille sur l'Amérique latine. Donc mon activité est plutôt orientée
essentiellement sur des transports par câble hors neige, qu'on appelle hors neige, puisqu'il y a sur ma zone uniquement les stations de ski qui sont au Chili et Argentine, qui sont quand même qui représentent un faible marché pour nous. Donc toute la zone nord de l'Amérique latine, je développe des projets avec POMA et les équipes POMA, des projets qui seraient touristiques, industriels, urbains. Un petit mot sur la société, qui est une société française, de fabrication française, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du Made in France avec POMA, à travers 900 salariés dans le groupe, et pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros à peu près. On a 650 personnes sur les 900 qui sont basées en Rhône-Alpes, à travers 4 filiales, 4 sites de production. Le site de Grenoble, qui est basé à côté d'ici, à Vorep, où on est 300, c'est le siège social. On a la partie ingénierie et quelques parties de montage. Dans le Nord-Isère, à Vérin, on est sur la production des cabines de tout type, télécabines ou de téléphériques, ou même de trains pour people mover. À Passy, dans la Haute-Savoie, vers Chamonix, on fabrique les automatismes, la partie plutôt électrique. Et à Albertville, en Savoie, nous avons mis en route une usine il y a un mois d'assemblage de lignes de nos gares, en fait. Donc c'est une société made in France, avec des filiales. Pour les 250 personnes restantes, elles sont réparties sur 14 filiales dans le reste du monde. On a, depuis 1936, installé à peu près, c'est un chiffre arrondi, 8000 installations dans plus de 80 pays. Je vous présentais donc l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le transport par câble en milieu urbain. Donc, on va analyser rapidement la problématique urbaine. On va regarder les avantages de la solution par câble en niveau des caractéristiques techniques, et ensuite plutôt dans sa globalité, dans son intégration urbaine. En Amérique latine, 80%, il y a une urbanisation à 80%, c'est-à-dire que 80% des habitants de toute la zone d'Amérique latine habitent en ville. Je n'ai pas exactement les chiffres pour comparer par rapport au reste du monde, mais il me semble que ça, c'est un chiffre qui est pas encore atteint, on va dire, dans nos pays européens ou nos zones connues. J'ai cru lire que d'ici 2050, on atteindrait ce genre de chiffre, 75% de personnes habitant en ville. Tout pourrait bien se passer si les villes étaient organisées en termes d'infrastructures, sauf que ce n'est pas le cas, et on se retrouve en fonction des différentes villes sur une densité de population très élevée, avec un déficit de transport public qui génère des problématiques environnementales, parce que le flux est essentiellement lié à des transports de véhicules, bus ou voitures. Problématiques sociales, puisqu'on arrive à avoir des quartiers de certaines villes qui sont très isolés et qui se retrouvent avec des problèmes d'insécurité et de travail, donc des problématiques sociales. Et dans un contexte politique et économique où, Elisabeth en parlait tout à l'heure, pour investir, pour développer en infrastructure, il faut des financements et il faut des politiciens motivés à le faire. Les mandats sont courts, c'est 4 à 5 ans au niveau des présidences. Du coup, on repart souvent avec des nouvelles instituts, des nouveaux gouvernements, et le travail est long et compliqué. Par rapport à cette problématique, on a finalement un besoin qui ressort, qui est
notre solution de transport par câble s'applique tout à fait à ces villes qui sont d'une densité assez élevée, où les populations habitent surtout dans les zones topographiques, dans les reliefs compliqués. Donc on vient proposer une solution qui peut permettre de désenclaver certaines zones isolées. Et donc on vient résoudre à la fois une problématique de transport, puisqu'on emmène des gens on vient les rapatrier sur des réseaux existants de métro, de tramway. On résout une problématique environnementale, puisque à la place pour un transport par câble qui est électrique, on va venir remplacer une quantité de bus qui, je sais pas, on peut dire que par heure, 3000 personnes heure, un télécabine, il faudrait une centaine de bus par heure pour transporter la même quantité de personnes. Donc on vient résoudre en fait la problématique environnementale, en partie, et la problématique sociale, puisqu'on vient donner un accès à la ville à des gens qui étaient isolés. Je vais vous parler des différentes caractéristiques du transport par câble. La première, je dirais évidente, en transport par câble, elle est de pouvoir gravir des fortes pentes. Donc on n'est pas dans un milieu urbain, mais c'était plutôt une photo pour vous expliquer pas la problématique, mais l'avantage de ce système. Donc il y a certaines villes qui sont basées sur des collines, comme à Rio, on a installé un télécabine, on verra des photos plus tard. Donc ça, c'est la première, je dirais, avantage de ce système qui peut garder des pentes que d'autres systèmes ne pourraient pas gravir. Autre exemple, à travers un funiculaire à Montmartre, où on gravit une petite pente. Le deuxième point est sa faible empreinte au sol. On a sur un appareil de transport aérien comme celui-là, un pylône à peu près tous les 200 mètres, avec un impact au sol d'environ 4 mètres carrés une fois fini, sachant qu'il faut quand même une semelle un peu plus grande. Au niveau des travaux, ça génère une ouverture un peu plus grande, mais au final, ça prend 4 mètres carrés. Donc ça impacte très, très, très faiblement le paysage urbain et l'espace urbain. Et donc, on a finalement peu d'expropriation si le choix de la ligne est correctement fait. On a cet exemple d'une photo que j'ai prise là, il y a un mois à Saint-Domingue, en République dominicaine, où on est venu positionner la ligne pour venir impacter le moins possible la ville par un choix de position de pylône. Là, on est par exemple sur un terre-plein central d'une route. La troisième caractéristique est le franchissement. On peut imaginer tout type d'obstacles, bâtiments, rivières, forêts, etc. Et c'est donc une des caractéristiques intéressantes pour ce système. C'était un appareil en Russie, au-dessus de la Volga, et cet appareil est au Brésil, à Rio. Il vient se connecter directement sur le train de banlieue de Rio, en fait. Et on passe au-dessus des habitations. Alors, on vient aussi... on a un autre avantage à survoler des bâtiments ou des forêts ou des routes, c'est qu'on peut du coup survoler un trafic au sol. Donc on s'affranchit complètement du trafic. Donc le débit qu'on propose avec un télécabine, tout comme en remontée mécanique dans une station de ski, finalement c'est un débit qui est sûr. C'est-à-dire qu'on ne sera pas jamais impacté par les bouchons du soir ou du matin. Et on arrive à une télécabine, on va dire classique,
à proposer des systèmes de jusqu'à 4000 personnes par heure, ce qui est un système quand même relativement intéressant. On n'est pas du tout sur des systèmes, on n'est pas en concurrence avec des métros ou des tramways qui peuvent atteindre des 10 000 ou des 20 000 personnes heure. On est plutôt sur un système vraiment complémentaire, avec une vitesse de 20 km/h, donc une vitesse constante. Bon, ça c'est un appareil qui est un téléphérique, qui n'est pas un télécabine, qui est à New York. Il est spécifique puisque il roule un peu plus vite. Il est posé sur 2 câbles, donc il a une meilleure résistance au vent. Mais cette photo, elle est plus pour illustrer qu'en fait, on passe vraiment au-dessus des bouchons, des trafics denses de la ville. Donc la conséquence d'éviter les bouchons, du coup, c'est d'avoir un temps de trajet qui est rapide, y compris surtout en heure de pointe, on va dire. On arrive en Colombie, à Medellín, sur un appareil, avoir un temps de trajet de 17 minutes pour 1 heure de bus avant. Donc ce sont des minibus, des collectivos qui permettaient de descendre de chez soi jusqu'au métro. Donc là, le télécabine permet de connecter le métro de Medellín. On atteint un débit de 1 million de personnes par mois, à peu près 40 000 personnes par jour par télécabine. Et on verra qu'on en a installé plusieurs dans cette ville. Autre exemple d'un appareil à Medellín. Pour illustrer des caractéristiques maintenant qui vont être je dirais, disons des prérequis. C'est pas pour mettre en avant l'appareil vis-à-vis du fait qu'il soit sécuritaire, disponible, fiable. Pour moi, c'est vraiment un prérequis. C'est pas quelque chose que je veux mettre en avant. C'est juste pour montrer que c'est une solution qui est éprouvée, qui fonctionne pour cet appareil depuis 2003, donc depuis 12 ans, avec un taux de disponibilité de 99,8%. Je pense que on a démontré avec cette première ligne et toutes les lignes derrière qui ont suivi que c'est une solution qui n'est plus un concept ou une idée, qui est plutôt une réalité et même un succès. Ces appareils fonctionnent 7000 heures par an. On est très très loin des utilisations des appareils qu'on a en remontée mécanique classique en station de ski, puisqu'on tourne autour des 1000 à 1500 heures par an. Donc on a des machines qui sont très 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 éprouvées depuis 2003. Elle a donc tourné à peu près en 10 ans, donc 70 000, 80 000 heures en 12 ans, ce qui est énorme pour une machine comme ça, et elle tourne toujours aussi bien, avec la même taux de disponibilité. Voilà, une info aussi sur New York. Je parlais tout à l'heure de sa spécificité à tenir par rapport au vent. En 2011, en mois de janvier, il y a eu un vent fort de 80 km/h avec une épaisseur de neige assez importante en ville. Ce système était le seul à tourner de tout le réseau du MTA, qui est le réseau de transport urbain de la ville de New York. Donc c'est une petite anecdote pour montrer qu'on a un appareil qui est fiable. En termes d'accessibilité, on a toutes les accessibilités classiques, avec un embarquement de quai au niveau du sol de la cabine, ce qui permet de rentrer, sortir, embarquer et désembarquer et débarquer, pardon, je parle à moitié espagnol, excusez-moi, et débarquer facilement. La cabine a un mouvement par rapport au quai, mais qui est très faible. J'ai noté de 0,2, 0,3 mètres par seconde, c'est assez faible.
on peut construire des télécabines où la cabine s'arrête s'il fallait vraiment pouvoir avoir un embarquement plus facile, mais finalement, ce fonctionnement est très, très adapté. En termes de confort, bon, il y a uniquement l'image en arrière plan qui est un montage. Cette cabine existe, mais c'est une idée d'options qui peuvent exister, de cabines VIP où on pourrait imaginer certaines choses. On sera limité par l'énergie embarquée forcément, mais on peut mettre un plancher de verre pour voir le sol. On peut rendre le produit attractif. C'est un peu l'état d'esprit. Donc, en plus d'avoir un système finalement qui permet de se rendre rapidement à son point d'arrivée, on peut aussi améliorer le confort, on va dire. Et je vous donne donc une photo du futur transport par câble français de Poma à Toulouse, qui est un contrat qui a été signé en décembre ou janvier, je crois. Ce sont des cabines de 35 places. C'est un appareil de type 3S, c'est-à-dire qu'il y a 3 câbles en fait. C'est pas un monocâble comme un télécabine. C'est un appareil un peu spécifique qui va rejoindre différents quartiers de la ville de Toulouse. Donc avec une cabine 35 places où on a effectivement travaillé l'esthétique. Voilà. Et le dernier point des caractéristiques de ce genre de système que je voulais mettre aussi en avant, c'est qu'en fait, finalement, on l'appelle système de transport urbain, transport de masse, mais on peut aussi l'imaginer comme une attraction en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a sur Medellín, ces lignes ont attiré beaucoup de gens par curiosité, peut-être au début, mais aussi par une volonté de faire un peu de tourisme, peut-être. Du coup, beaucoup de gens venaient et viennent encore, 12 ans après, utiliser ces systèmes pour se balader. Donc c'est un peu le côté sympa, on va dire, de l'appareil. 6 points maintenant que je vais vous montrer avant de finir sur une vidéo concernant l'intégration urbaine. Donc c'est moins technique, c'est plus au niveau de l'environnement de ces systèmes. On voit sur cette carte la carte du métro de Medellín en Colombie. On peut voir les différents systèmes par câble que Poma a installés depuis 2003. La première étant la ligne K tout en haut au nord, la ligne J, deuxième, la ligne L en troisième, et H et M qu'on voit au fond en rose. La H ayant été inaugurée au mois de décembre dernier, et c'est celle qui est en photo ici, qui est connectée tout au fond, si on regarde, un tramway qui a été construit par Translor, donc une société française aussi, qui a été rachetée par le groupe Alstom, qui est la ligne verte qu'on voit là, et qui est connectée en fait par une station intermodale à ce nouveau télécabine. Un système de 3 gares, la ligne H. Donc c'est des systèmes, comme je disais tout à l'heure, qui sont complémentaires à des systèmes classiques, traditionnels existants, métro, tramway, ou alternatifs, quand on se met plutôt du côté minibus, taxi, voiture. Donc c'est-à-dire qu'on vient remplacer en fait des systèmes existants de minibus qu'on considère polluants par des systèmes par câble. Fonctionne 19 heures par jour, comme je disais tout, ce qui fait à peu près 7000 heures par an. Une autre application, ça c'est le télécabine de République dominicaine dont je parlais tout à l'heure, de Saint-Domingue, où on voit l'interconnexion, l'intermodalité urbaine entre cette fois non plus un tramway, mais cette fois avec le réseau de bus qui vient alimenter pour le coup
notre télécabine qui est structurant dans la ville. Et c'est un télécabine qui est à plat, parce que la ville de Saint-Domingue est à plat. Et on vient en connecter les différents quartiers du nord-est de la ville. Et d'un côté du télécabine, on arrive au métro de Saint-Domingue, la ligne 2 du métro. Un point intéressant, je dirais, pour les politiciens, essentiellement, c'est que ce sont des appareils qui se construisent très rapidement, on va dire 2 ans. C'est beaucoup plus rapide que des systèmes classiques, métro ou tramway, qui peuvent prendre plus de temps. Je dis que ça intéresse les politiciens, entre guillemets, mais c'est qu'ils arrivent dans un mandat à aller faire sortir un projet et l'inaugurer eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas de projets à long terme. Donc c'est un point qu'on met en avant, du coup, et qui est assez intéressant pour eux et pour nous. Le côté électrique, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on a un moteur, on a aussi de ce côté-là une innovation d'un moteur lent, c'est-à-dire qu'on n'a pas un moteur avec un réducteur donc, de pièces tournantes, d'huile, de bruit. C'est donc un système qui permet d'être déjà, le fait d'être électrique est en soi déjà un avantage par rapport à tous ces systèmes type bus, etc. Et on a une autre option de pouvoir jouer sur la vitesse ou sur le nombre de cabines en ligne, donc pouvoir baisser la consommation en fonction de la journée pour gagner en consommation d'énergie. Donc si le fait d'être électrique, si vous voulez, ça agit sur l'impact environnemental. Donc par le fait que ce soit électrique, le fait que ce soit qui ait un faible impact au sol, le métro de Medellín nous avait donné des chiffres à une époque. C'est assez dur d'avoir des analyses en termes de gains de CO2 ou d'émissions de CO2. Il parle de 17 000 tonnes de CO2 par an économisées ou non émises, on va dire, par le nombre de bus qui avant circulaient pour descendre ces gens et qui maintenant ne sont plus utilisés ou utilisés différemment, parce qu'ils vont juste prendre des chemins plus courts pour alimenter nos stations de télécabine. Un petit sujet économique aussi, on est sur des investissements faibles, inférieurs à des métros et des tramways, parce qu'on n'est pas du tout quand même sur des mêmes types de capacités, de longueur. Donc c'est des systèmes qui sont... Je parlais de difficultés de financement dans cette zone. Aujourd'hui, ça reste quand même accessible. On arrive avec l'aide de l'État français, avec la Direction générale du Trésor, avec l'Agence française de développement, l'AFD. Ils arrivent à financer des mairies, des États pour pouvoir construire et investir dans des systèmes de transport de ce type-là, puisque l'AFD a une mission d'investissement dans le transport, mais uniquement propre. Donc notre produit rentre dans ces critères de l'AFD. Et un des points importants que j'ai mentionné au début, c'est l'impact social. Il est de divers points. Forcément, on gagne du temps, donc on a une qualité de vie qui est d'ailleurs le slogan, on va dire, du métro de Medellín que j'ai mis là, qui se voit sur son logo. Il y a un gain de temps pour aller le matin au travail, ce qui est agréable. Un gain de sécurité, puisque ces quartiers montent en niveau. Les gens accèdent plus facilement au centre-ville ou au système de transport auquel ils n'avaient pas accès avant. Donc ils ont plus d'emplois, donc ça crée un peu plus de richesse, d'élévation de niveau de vie. Et du coup, arrivent les écoles, les espaces publics.
Donc c'est un cercle vertueux qui est très intéressant et que j'ai pu observer depuis 2003 que je suis chez Poma, où on a construit cette ligne là, en 2004. On ne reconnaît pas les quartiers. Pour la petite info, c'est la reconnaissance pour venir savoir où on positionnait les pylônes en 2004 se faisait avec l'armée, des gilets pare-balles. Et aujourd'hui, on se promène avec dans la rue, classiquement, et même des gens, le maire vient en pleine rue sans problème. Elle fait 1,6 million, je crois, de tête. Hein. Faut que je vérifie. Ouais. Et je vais conclure par une vidéo qui va vous montrer en fait la construction de la ligne H qu'on a inaugurée au mois de décembre, sous l'aspect un peu social de l'amélioration de vie des habitants. Ça doit démarrer. Hubo que hacer un encarrilamiento en rieles de acero. Una maravilla, le digo, una hermosura, mejor dicho. Mucha vida al barrio. Para nosotros ha sido una gran bendición. No podemos construir una empresa sin lo social, porque trabajamos con las personas y para las personas. Y si queremos realmente una sociedad más justa y equitativa, requerimos trabajar con las personas en el espacio donde nos encontremos. Espectacular, es una cosa única. Es un transporte de calidad, realmente. Le défi, c'est toujours le même, c'est comment faire bien en faisant que les gens s'approprient finalement le projet. Donc c'est toute une histoire de valeurs, c'est toute une histoire de respect des gens, de savoir pourquoi on est là, pourquoi finalement on va apporter quelque chose et comment on arrive à se marier avec les différentes communautés de manière à ce que ça soit le projet de tout le monde. C'est ça le défi. Voilà à quoi ressemble Medellín. Je vous invite à aller à Medellín si vous passez en Colombie. On a vu un logo intéressant à la fin qui est le logo de l'année, un petit mot dessus quand même, de l'année 2017 qui est une année bilatérale entre la France et la Colombie où des échanges culturels seront faits. Ils ont déjà commencé du côté colombien et la deuxième moitié de l'année sera la Colombie en France. Donc, je pense qu'on verra des événements et Poma y participe. Voilà. Si vous avez des questions, merci. Gracias. Alors,
Alors j'invite tous ceux qui souhaitent poser des questions à s'engager, à y aller. Très bien. Oui, année de la France-Colombie. Je suis professeure dans une école de management qui est ECP Paris. Et on va organiser un séminaire sur les investissements France-Colombie, etc. Donc, si vous avez une minute après, j'aurai l'occasion d'échanger avec vous. J'avais une question à vous poser. Est-ce que c'est bien Poma, ou vous ne m'en voudrez pas si je me trompe, et qui a fait les télécabines de Complexo-Alemão à Rio de Janeiro? Oui, oui. C'est vous. Oui. Alors, j'ai le souvenir d'y être allée avec nos étudiants parce qu'on a un on a un master spécialisé en management de projet. Et donc, il est toujours intéressant de faire des visites, rencontrer des entreprises. J'ai un très bon souvenir. Alors, c'était peut-être il y a, j'ai envie de dire, peut-être 7-8 ans. Et je voulais vous demander, un peu par curiosité, parce que je n'ai pas pu renouveler cette visite, comment avez-vous traversé la pacification des favelas, toute la préparation des Jeux, maintenant un petit retour de la violence et de la sécurité avec la crise brésilienne. Voilà, c'était votre retour d'opérateur que je souhaiterais écouter si vous voulez le partager. Alors, on n'est pas opérateur, on a construit l'appareil en 2010 et c'est Supervia, une société qui est en charge de l'opération maintenance. On est arrivé, on l'a construit en fait avant les JO, mais bien avant les JO. Le pays s'est exceptionnellement dégradé depuis juste après les JO par plusieurs raisons, mais surtout liées à des scandales de corruption très très importants. C'est un pays où il n'y a aucun projet à l'heure actuelle. C'est un pays qui souffre beaucoup et à un tel point qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour assurer l'entretien et le niveau de sécurité suffisant pour l'appareil dont vous avez parlé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est arrêté. Donc mais c'est bien. J'attendais les questions sur la partie côté inconvénient. C'est vrai qu'on parle des avantages. J'essaye de montrer le bon côté. J'essaye de montrer. Il y a beaucoup de bons côtés, donc je saurais en parler assez longtemps. Là, c'est pas un inconvénient lié au produit, mais c'est plutôt lié aux conditions du pays actuel. Dès qu'on aura changé le câble. Ouais. Parce que le câble a atteint les critères de dépose. Donc il n'y a rien de confidentiel, hein. Il est arrêté, ça se voit. Ils n'ont pas les moyens c'est triste. Ils n'ont pas les moyens d'acheter un câble. Un câble, ça vaut vraiment pas cher. Je pense que beaucoup d'argent ont disparu pendant les JO, après les JO, chez Petrobras, chez Odebrecht, etc. Bien sûr, ouais. C'est depuis mois de janvier, là. Ouais. Non, depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Quand on voit l'intérêt de ces liaisons urbaines par câble, on peut se demander pourquoi en France on est si frileux. À ma connaissance, il y a, en dehors de celui de Grenoble qui date de très longtemps, il n'y a que celui de Brest, je crois, qui est mis en service. Il y a quelques projets. Alors, est-ce que c'est la réglementation, notamment la partie survol des... Je crois que ça a été amélioré, elle a été assouplie. Pourquoi on est si frileux en France alors qu'on souffre aussi des mêmes problèmes de congestion urbaine, choses comme ça? Alors, je vais dire, je ne sais pas, mais je vais essayer d'apporter des réponses. Il y a eu beaucoup de projets. Souvent, on attend de regarder son voisin et de laisser faire son voisin en disant s'il se plante, je ferai mieux. Et c'est vrai qu'on a toujours dit un projet pour en amener d'autres. Brest a été construit il n'y a pas longtemps. Pas par Poma, par un Suisse. C'est un appareil un peu spécifique, puisqu'il fait un va-et-vient au-dessus d'une rivière. On n'est pas sur les mêmes machines de 3000 personnes-heure dans télécabine, mais c'est une machine urbaine, parce qu'elle est en ville, elle permet à des gens Et ça a fait naître d'autres projets qui étaient dans les cartons et qui sont sortis. J'ai parlé de Toulouse, qu'on a signé en janvier et qu'on va construire d'ici
D'ici, je pense, ça va quand même mettre 2-3 ans, on va dire. Et il y en a un autre à Orléans aussi qui a été signé, que je connais moins, c'est pas ma zone, mais il y a un petit appareil urbain qui va se faire. Par rapport à tous ces appareils, déjà une note, je voulais le préciser en introduction, je crois que j'ai oublié, c'est que le cœur de métier de Poma, c'est la neige, et ça reste la neige. Quand on parle d'innovation ou de diversification, c'est pas que Poma a pris un virage et a quitté ou a tourné le dos à son milieu. On a juste ouvert l'éventail des possibilités parce qu'on est une société, on a besoin de s'adapter toujours constamment pour être toujours on va dire devant les concurrents, puisque en fait le but c'est pour gagner, il faut être toujours avoir un coup d'avance. Donc il faut constamment innover et c'est pour ça que on présente ça aujourd'hui comme il y a des innovations techniques qui sont qu'on ne voit pas forcément, mais qui permettent d'atteindre ces taux, ces 7000 heures par an, c'est 1 million de passagers par mois. Et en France, j'ai présenté au tout début l'urbanisation en Amérique latine, donc qui était liée plutôt à l'aspect local d'Amérique latine, où on voit vraiment, j'y suis tous les mois là-bas, je passe mon temps dans les bouchons, quand je sors de l'aéroport, j'ai 1 heure pour aller en centre-ville, c'est vraiment compliqué. Il y a vraiment un déficit d'infrastructure. Je pense que nos pays européens ont quand même eu un développement plus lent et plus maîtrisé. Donc je vais à Paris, je suis heureux de monter dans les transports en commun, même si c'est pas aussi propre qu'à Medellín, où on pourrait manger par terre. À Paris, c'est pas toujours très propre, mais le système est vraiment bien organisé. Et Bogota essaye d'avoir son métro depuis, je sais pas moi, quelques dizaines d'années, voire 15 ans. C'est un investissement qui va être très lourd. Je crois qu'on parle de milliards, de 5 milliards d'euros ou 10 milliards d'euros, parce qu'il est en tunnel, etc. Il y a certaines villes qui partent de zéro, quoi. Donc on a cette chance, je pense, d'avoir des systèmes assez bien organisés. Et il y a peut-être un dernier aspect qu'on peut mentionner, c'est qu'à Medellín, les gens qui habitent à flanc de montagne, ce sont les quartiers les plus défavorisés. Donc ce sont ces gens qui prennent le transport en commun. Chez nous, plus on monte, moins les gens prendront, je pense, le transport en commun, parce qu'ils sont en général véhiculés. Et donc je ne suis pas sûr que le modèle s'applique en France. Par contre, les trajets et les tracés qu'on cherche en France, ils vont être à la moindre expropriation possible. Donc on va chercher les corridors verts, où on vient juste planter des pylônes en fait, mais il n'y aura pas d'expropriation. Donc ça c'est des trajets qui sont cherchés aujourd'hui en France. Quand on vient installer un télécabine, j'ai parlé qu'il y avait de faibles expropriations par les pylônes. Une gare, c'est 50 mètres par 20 mètres. Il y a quand même des expropriations. Et ça se fait bien ou pas bien, mais ils passent par des expropriations. En France, c'est assez compliqué d'avoir des gens, des expropriations et d'avoir du survol. Parce qu'on aime le transport public, mais on ne voudrait peut-être pas avoir une cabine qui passe devant son immeuble. Voilà. Transport non-neige, en fait, quelle part et puis aussi, est-ce que vos concurrents dans le transport par câble se lancent aussi dans cette exploitation non-neige ou est-ce que vous êtes un peu les seuls et dans ce cas-là, vos concurrents, c'est les autres transporteurs par câble ou plutôt les compagnies de bus ou les autres modes de transport, en fait? Alors, la part, elle est... on peut l'avoir de deux aspects différents. En chiffre d'affaires, une machine de transport par câble en milieu urbain
parce qu'elle a beaucoup de gares. Je prends l'exemple de Rio, elle a 6 gares. Donc un appareil de 3 km, on a 6 gares. Donc en fait, ce sont des appareils qui vont coûter beaucoup plus cher qu'un télécabine pour monter à l'Alpe d'Huez où il y aura 2 gares et quelques pylônes. Donc en fait, en chiffre d'affaires, ça peut vite atteindre des 15, 20, 25% du chiffre d'affaires de la société. En nombre d'appareils, c'est beaucoup. On fait une trentaine d'appareils par an. On va en faire 28, 27 en neige. Et les 3 qu'on va faire, ce seront des machines gigantesques qui prennent 2 ans à construire, et qui coûtent 30, 40, 50 millions d'euros. Et un télécabine classique, je sais pas, c'est 5, 10. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur. Et après, une question sur les concurrents. Bien sûr, on a un concurrent principal on va dire de même niveau que Poma, qui s'y est mis, et qui aussi travaille beaucoup sur l'Amérique latine, puisque c'est la zone qui se développe. Et après, plus sporadiquement dans certains pays d'Asie, Russie, où ils y sont aussi, ouais, tout à fait. On n'est pas les seuls. Mais il faut toujours avoir un coup d'avance. Bonjour, ici. Oui. Question du Twitter du Festival de géopolitique. La main-d'œuvre employée sur les chantiers de construction est-elle locale ou expatriée ? Elle est à 100% locale. C'est pas vrai, pas vraiment 100%, mais on envoie uniquement un chef de chantier pour la partie phase de montage, un chef pour la partie de câblage et un ingénieur pour la mise en route et les tests. Et le reste de la construction, elle est essentiellement locale, puisqu'elle est même faite par des sociétés du pays où on est. On s'associe en général, ça dépend si le client nous demande un clé en main ou s'il nous achète juste la machine. Mais la partie de construction la plus importante dans un transport urbain, c'est toute la partie génie civil, toute la partie montage, et ça, ce sont faits par des sociétés locales avec qui on travaille et on s'associe. En République dominicaine, Colombie, Pérou, etc. Et c'est valable dans le reste du monde aussi. Ça coûterait trop cher d'envoyer de la main-d'œuvre française à l'étranger. Alors moi j'avais une petite question technique. C'était simplement la hauteur en fait à laquelle circulent les nacelles qu'on voit. Alors il y a des normes, on en a parlé de survol un petit peu tout à l'heure. Le gabarit au-dessus d'une route, c'est comme un tunnel en fait. Ce serait 4 mètres, 4 mètres 5. En général, on se met à 6 mètres pour avoir une distance assez, un peu de marge. En plus, après, au-dessus des bâtiments, il faut regarder il faut prendre en compte les incendies possibles des bâtiments. Donc, on peut être aussi à 6-8 mètres au-dessus des bâtiments. Alors, du coup, ça limite, puisque ça, je parle du sol, du fond de la cabine par rapport au haut du bâtiment. Donc, si on a des bâtiments de 10 étages, on n'ira pas au-dessus, on cherchera un autre chemin. Parce que ça nous fera aller avec des pylônes de 50 mètres. On sait faire, on l'a fait. On a des pylônes à 100 mètres pour traverser en Corée, pour traverser une rivière. On a dû mettre des pylônes très hauts, puisqu'il y avait 800 mètres de largeur de rivière. On a mis 2 pylônes de 100 mètres pour pouvoir passer, que le câble puisse passer sans avoir de pylône intermédiaire dans l'eau. Donc on peut le faire, mais ça a du sens quand on vient trouver ce petit espace de 4 mètres carrés pour aller mettre un pylône et garder une ligne assez basse. Donc on évite les hauts bâtiments. Donc c'est 6 mètres en moyenne au-dessus de survol, à peu près. Oui. Les pannes, le téléphérique de Brest, il me semble que depuis sa mise en service, il a été interrompu plusieurs fois. Est-ce que c'est une question technique seulement,
Ou est-ce que vous, sur votre réseau, notamment en Amérique latine, vous êtes confronté à ces ruptures de services et qui du coup impactent tout le système, puisque vous avez montré qu'il était bien connecté au reste du réseau? Ouais. Il y a différentes sources de panne. Celle de Brest, je l'ai lue dans la presse uniquement, je ne la connais pas. Je pense pas que ça a été... Je ne sais pas réellement si c'était des pannes techniques ou des grèves du personnel. J'ai essayé de comprendre, mais c'est dur par rapport au fait que qu'on n'était pas le constructeur. Mais il y a différentes sources de panne. Il peut y avoir la panne ou l'arrêt, on va appeler ça un arrêt, dû à une erreur d'embarquement. Si je reste devant la porte et que j'attends, l'appareil va s'arrêter automatiquement parce qu'il va détecter qu'il y a une erreur. Chaque arrêt, effectivement, est comptabilisé. Je prends l'exemple du métro de Medellín. Chaque arrêt est comptabilisé pour savoir, pour construire le fameux 99,8% de disponibilité. C'est donc 0,2% du temps arrêté et 99,8% en fonctionnement pendant les plages horaires. Et ces 0,2, il peut y avoir des pannes extérieures comme l'orage. Il y a beaucoup d'orages là-bas. Ça peut être un orage qui arrive, qui vient faire je sais pas, sauter un fusible. Mais une panne liée à une erreur de maintenance, c'est très très rare. C'est très très rare parce que les équipes des Colombiens sont vraiment bien organisées. Ils font de la maintenance de nuit, ils font de la maintenance. Ils arrêtent l'appareil une à 2 semaines par an. Ils sont assez bien rodés. Donc il y a pas de. Ça tourne très très bien. Ouais. C'est assez fiable. Est-ce que ce type d'investissement peut être adaptable pour les territoires africains? Et qu'est-ce que vous mettez en place en matière de maintenance après-vente, après investissement en fait? Alors, je vais commencer par la deuxième partie. C'est un de nos points forts, justement, la présence. On est sur place, on a une équipe à Medellín, une filiale de 29 personnes, de Colombiens essentiellement, avec de Français, qui accompagne le client, qui a en charge l'opération maintenance. On l'accompagne sur des tâches spécifiques de maintenance. Donc notre politique, c'est d'assister et de rester présent aux côtés de nos clients pour les accompagner, puisque ce genre de produit, quand on est aux Deux Alpes et qu'on achète un télécabine, on l'installe, on part et ils sont autonomes. Sur ce genre de machine, c'est très nouveau pour tout le monde, mais y compris donc pour eux. Il y a besoin d'une présence très forte et cette proximité, on l'a construit petit à petit et on va même un peu plus loin puisqu'on répond à la demande des clients, à des appels d'offres de concession. Donc on nous demande de construire et d'être présent pendant 20-30 ans, à du coup être en charge de l'opération maintenance. On est toujours associé à des sociétés bien sûr locales, puisqu'on ne fournit, on va dire, que de l'intelligence, une personne et des visites annuelles de tout ce qui va être un peu spécifique en fait, les logiciels de maintenance, etc. Et le territoire africain, on y est déjà. C'est un territoire qui n'est pas encore où il n'y a pas encore. J'entends parler de beaucoup de projets, mais j'ai pas vu beaucoup de projets se concrétiser. On est très présent dans le nord de l'Afrique. En Algérie, on a une JV. On a créé une société avec l'État algérien, l'ETAC, où on a 49%, ils ont 51%, pour exploiter tous les téléphériques urbains d'Algérie. Et il y en a une dizaine, je crois. Et Maroc,
Égypte. On a des appareils aussi qu'on exploite d'ailleurs. S'il n'y a plus de questions, il y en a eu beaucoup, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à remercier notre orateur pour cet exposé passionnant. Merci à tous.